Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Tout d'abord, direction quartier Malibé 2, dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville. Sur place, les populations manquent de tout. Pas de route, pas d'eau, d'électricité. Pour preuve, il y a moins de 48 heures, le dernier orage a fait des sans-abri. L'intempérie due à d'un pluie suivi des vents violents a une fois de plus causé de nombreux dégâts dans divers foyers et autres bâtiments administratifs au quartier Malibé 2 dans la commune d'Akanda. Si l'on ne déplore aucun blessé suite à la chute d'un arbre qui s'est abattu sur une habitation, mais l'on a bien failli frôler le pire. Nous sommes là vraiment dérangés. Et tous les jours, on vote PDG, il n'y a pas de changement. Hein? Il n'y a pas la lumière chez nous. Il n'y a pas la route. Là, on va vivre maintenant comment? Si maintenant, tu vas trouver quelqu'un maintenant, la nuit, on va faire comment? C'est ça qu'on voulait te parler. Le bois télé dans la maison, mais on n'a pas vu le choc. C'est le chose qui est dans la maison, c'est tout le chose qui est gaspillé. Un danger quasi permanent en temps de pluie, comme dans cet établissement public où sont scolarisés plusieurs élèves. L'enseignant a été obligé d'interrompre les cours. Les salles de classe n'offrent plus de bonnes commodités. La structure coule telle une passoire et oblige élèves et enseignants à déménager. Une scène impensable dans un pays qui, il n'y a pas si longtemps, était considéré comme l'Eldorado africain. N'en parlons plus de la route et l'eau courante, véritable facteur de développement pour une nation. À Malibé 2, ces infrastructures sont inexistantes et cantonnent des populations dans une précarité. Les élections à venir pourraient constituer une sorte de révolte chez ces dernières si les décideurs n'y prennent pas garde dans les délais raisonnables. Les lumières, on a toujours voté PDG, mais la dernière fois qu'on va voter PDG, il fallait que pour faire nous la geste. S'il ne fait pas ça, on ne vote rien. Peut-être qu'il fallait qu'il ira à la route, il nous donne des lumières. Enfin, c'est ça qu'on faisait, le député. Hein? On a beaucoup souffert nos enfants. Et les enfants, quand on lève la nuit, pour chercher le plan d'eau pour aller derrière, c'est cher. La lumière, la route, les députés, c'est tout. C'est ça qu'on a besoin. À Malibé 2, comme partout dans le pays, la saison de pluie n'a pas encore dit son dernier mot. Des images montrant une dizaine d'éléments de police passant à tabac des membres d'une famille à Sotega ont envahi les réseaux sociaux. Dans un communiqué publié sur la page Facebook du ministère de l'Intérieur, la préfecture de police de Libreville apporte des précisions au sujet de l'agression supposée de ces policiers. Ces images circulent en boucle sur les réseaux sociaux. Elles montrent une dizaine d'éléments de police s'en prenant violemment à des membres d'une famille le 25 avril 2018 à Sotega. Très vite, la vidéo relance le débat sur les brutalités policières. À quand la fin avec les mauvais comportements si souvent reprochés à nos éléments de force de l'ordre et de défense, parmi lesquels les nombreux cas d'abus d'autorité et les violences gratuites sur les citoyens. Le phénomène récurrent semble laisser indifférents les autorités publiques. Pour exemple, il aura fallu attendre 48 heures après ces brutalités policières exercées dans le cadre d'un litige foncier entre deux épouses d'un général à la retraite pour que la préfecture de police de Libreville sorte des bois. Dans un communiqué publié sur la page Facebook du ministère de l'Intérieur, la préfecture de police de Libreville affirme que suite à une violente rixe entre les deux épouses du général à la retraite, l'une d'entre elles a saisi la force publique. Rendue sur les lieux, une équipe d'intervention qui avait pour mission de rétablir l'ordre troublé par cette rixe a été envahie et prise à partie par les riverains. Le chef d'équipe, cherchant à discuter avec l'une des parties, a reçu un coup de poing dans le visage. Toute chose qui a entraîné la réaction déplorable des agents. Cette opposition entre population et les agents de la police a fait, selon la préfecture de police de Libreville, 2 blessés, dont un policier. Tout en déplorant le manque de retenue
et de maîtrise du policier auteur du coup de matraque sur l'un de leurs agresseurs, la force de police nationale rassure les populations que le dit agent a été mis aux arrêts de rigueur pour une durée indéterminée. L'enquête, ouverte par les services de l'Inspection générale des forces de police nationale, s'attelle à établir la responsabilité des uns et des autres. Les auteurs encourent des sanctions telles que le blâme, la suspension de traitement et la radiation, assure en guise de conclusion le communiqué. Cet incident intervient au moment où un nouveau commandant en chef des forces de police nationale vient d'être nommé. Rien à voir avec ce qui précède. Concevoir des objets d'art à partir de fils de fer, c'est pas inconnu, mais peu pratiqué par nos jeunes. À l'occasion des épreuves pratiques du CEP, nous avons découvert un artiste qui a bien voulu transmettre son savoir aux apprenants de l'école publique d'Ambouroué-Avaro de la commune de Port-Gentil. Le récit de Edwin Zinghi. À quelques jours des épreuves pratiques de l'examen officiel du CEP, certificat d'études primaires session 2018, qui se tiendra en ce mois d'avril, certains candidats n'ont pas encore terminé de concevoir leurs objets d'art. C'est le cas des élèves de 5e année de l'école primaire publique d'Ambouroué-Avaro de la commune de Port-Gentil qui ont été encadrés par cet artiste. Et tant qu'un artiste, j'ai pu trouver vraiment que pourquoi ne pas transmettre cette connaissance aux enfants. Et voilà pourquoi vraiment que j'ai l'initiative de pouvoir venir voir les directeurs de l'école afin de pouvoir lui expliquer les projets que j'ai vis-à-vis des enfants. Quand nous savons très bien que vraiment que souvent pendant les épreuves pratiques des CEP, souvent les parents prennent les objets déjà fabriqués, achetés, et parfois vraiment que ce n'est pas vraiment dans l'idée de l'enfant. Et à cela, vraiment que je me suis dit vraiment que non, cette connaissance que j'ai, pourquoi ne pas les transmettre aux enfants, afin de leur pousser, de faire sortir ce qu'ils ont dans leur esprit. Et parfois, parmi eux, il y a aussi des artistes. Pourquoi de ne pas les apprendre? Et voilà pourquoi que je peux présenter les différents objets au niveau de l'école, au niveau des enfants, et que chaque enfant a pu travailler, a pu choisir son objet par rapport à son choix. Des jeunes apprenants qui ont très vite appris à concevoir eux-mêmes leurs objets d'art. Un râteau, c'est pour nettoyer, présenter cet objet d'art. Un vélo, c'est pour parce que c'est un moyen de transport pour aller pour quitter d'un endroit à un autre et ça ne pollue pas. Une réussite qui a réjoui cet artiste. Il m'a vraiment beaucoup étonné parce qu'il y a des filles qui ont pu faire les vélos, il y a des filles qui ont pu faire les râteaux, là où la machette. Parce que je n'ai pas voulu leur présenter les objets qui leur sembleraient difficiles à faire, mais les objets qu'eux-mêmes ils peuvent arriver à faire. Ces jeunes candidats seront bien outillés pour présenter leurs objets d'art face à leurs examinateurs. S'occuper sainement le week-end par la pratique d'un sport, c'est ce que font des élèves de différents établissements de la ville de Port-Gentil. Un exemple à suivre par plus d'un tiers. Karina Aouré. La pratique du sport en milieu scolaire a cette particularité d'occuper sainement les adolescents scolarisés. Ainsi, il est fréquent de les voir chaque samedi dans les aires de jeu des établissements de la commune de Port-Gentil. Tel est le cas de ces jeunes handballeurs appartenant à un club de la ville. Très intéressant, parce que je me distrais, je joue les samedis, au lieu de traîner dans la rue, je préfère venir jouer. C'est depuis un mois seulement que Chansia pratique le handball, encouragé par son grand frère. Ces raisons sont plus d'ordre physiologique. C'est mon grand frère qui m'a dit que je dois venir jouer au hand parce que je dois avoir la maison. Ça m'importe. Puisque j'étais aussi rempli des classes. Ça me fait perdre du poids. Ça va bien. C'est bien. Puisque j'ai toujours fait ça me permet de me distraire avec la famille alors de rester à la maison. Ces adolescents concilient études et sport, chose à laquelle s'adapte le coach. Et surtout avec les élèves, on exige. Quand tu as devoir, tu es obligé d'abord d'arrêter au hand.
te concentres au devoir. Mais si tu quittes la semaine, tu ne peux pas, tu dis non, coach, la semaine là je ne peux pas être en entraînement. Là il n'y a pas de souci. Le week-end tu peux venir jouer, ou tu as 2 semaines, 2 jours. Les livres tu peux venir, mais en cas de machin, les études, toujours ça d'abord, on met les études en première position. Cette séance de training était en vue de la préparation du match des juniors dames et minimes hommes prévu pour le dimanche 1er avril. Politique à présent, le Parti pour le développement et la solidarité sociale, PDS, a tenu aujourd'hui son 10e conseil exécutif ordinaire des assises axé sur le bilan annuel et les alliances à nouer dans la perspective des élections législatives. Dans un hôtel de la place, le Parti pour le développement et la solidarité sociale, PDS, tient la 10e session ordinaire de son conseil exécutif. L'événement enregistre la participation des responsables des coordinations provinciales, départementales et communales du parti. Après vérification du quorum, 130 délégués sur 150 ont répondu présents à ces assises. Conformément aux dispositions des articles 57 et suivants de nos statuts, le conseil exécutif, objet du présent conclave, faut-il le rappeler, est une instance chargée de faire le bilan périodique des activités du parti, de prendre les grandes décisions contre le Congrès, de se prononcer sur les mesures disciplinaires, de statuer sur les alliances et les partenariats politiques. Telles sont brièvement rappelées les missions de ce conseil exécutif. Le 10e conseil exécutif ordinaire du PDS porte entre autres sur le bilan annuel, l'examen et l'adoption de l'adhésion du parti à la charte du Front de l'opposition républicaine et démocratique, ainsi que l'examen des questions électorales. Notre rencontre de ce jour, qui se tient dans un contexte spécial, à l'avant-veille du scrutin majeur, est l'occasion pour les bâtisseurs que nous sommes de clarifier un certain nombre de situations qui auraient pu paraître ambiguës aux yeux de certains, de réorganiser nos structures hautes et donc fixer sur le périmètre de le PDS va compétir. Ce sera également pour nous l'occasion de décortiquer les différents textes de loi destinés à régir l'action des partis politiques et le fonctionnement des collectivités locales, notamment la loi sur la décentralisation et les différentes ordonnances relatives à l'organisation des élections et au découpage électoral. Au terme de ces travaux, il s'agira de plancher sur les alliances à nouer dans la perspective des prochaines élections législatives. Des alliances qui se feront certainement avec quelques formations politiques, grands bénéficiaires des retombées du dialogue d'Agondje. Le Parti démocratique gabonais, le Parti social-démocrate et Démocratie nouvelle. Parallèlement, le bureau directeur de l'Union des patriotes gabonais loyalistes a fait le tour de l'actualité nationale et internationale. C'était lors d'un point de presse qui a eu pour cadre le quartier général de Jamping. Euphrem Biogoezo. Le contentieux électoral né du putsch militaro-constitutionnaliste d'août 2016 n'étant pas encore évacué, la participation de l'Union des patriotes gabonais loyalistes aux législatives organisées par le pouvoir actuel serait par conséquent synonyme de capitulation et de collaboration. D'autre part, de manière laconique, les formations politiques participent aux élections législatives dans l'objectif d'obtenir la majorité des sièges et pouvoir ainsi peser sur les décisions et votent des textes de loi. Or, il se trouve que le PDG et son candidat naturel, toujours sous le choc et fort des enseignements de la déculottée de l'élection présidentielle, sont plus que jamais déterminés à appliquer la logique chère au feu président fondateur du PDG, logique selon laquelle on n'organise pas une élection pour la perdre. Dans ce contexte, jusqu'à démonstration du contraire, on peut sans se tromper anticiper
sur le rôle et l'image de faire valoir et incohérente que renverrait au monde la présence d'une opposition minoritaire dans une assemblée nationale contrôlée par un pouvoir illégitime selon les termes des chefs de cette opposition devenus comparables au serpent qui se mord la queue. À ce constat s'ajoutent les pouvoirs accentués accordés aux chefs de l'exécutif par la dernière révision constitutionnelle, pouvoir faisant de ce dernier un chef de l'exécutif juge et partie d'une constitution taillée sur mesure. Au-delà des aspects soulignés, s'il nous est possible de prédire, sans nous tromper, que les élections législatives aboutiront à un jeu de chaises musicales au sein du parti au pouvoir, nous pouvons dans la même veine prédire le changement de la donne dans l'opposition. Actualité hors de nos frontières à présent. 3 néonicotinoïdes considérés comme dangereux pour les abeilles vont être presque totalement interdits dans l'UE après le vote vendredi d'une majorité d'États membres. Ces substances largement utilisées s'attaquent au système nerveux des insectes. Presse internationale. La fin de l'utilisation des néonicotinoïdes. Il y a quelques heures, l'Union européenne a interdit 3 produits de cette famille d'insecticides. La clothianidine, l'imidaclopride et le thiaméthoxam. Leur utilisation était déjà restreinte depuis 2013. Elle est désormais définitivement interdite sur toutes les cultures de plein air, notamment sur les betteraves. Seul l'usage sous serre restera autorisé, à condition que les plantes et les graines ne quittent pas l'abri. Les néonicotinoïdes étaient depuis plusieurs années dans le collimateur de l'Europe, considérés comme des tueurs d'abeilles. Plusieurs études ont démontré que ces insecticides agissaient sur leur système nerveux. La décision de l'Europe, un soulagement pour les apiculteurs. C'est déjà très important pour l'apiculture européenne et aussi pour toute la biodiversité qui était aussi victime. Et bien sûr, on pense à la santé humaine. Selon les scientifiques, les néonicotinoïdes sont les principaux responsables de la disparition des insectes pollinisateurs ces dernières années. Et puis, 3 Palestiniens ont été tués vendredi par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Gaza lors du 5e vendredi consécutif de protestation le long de la frontière israélienne dans le cadre de la marche du retour. Presse internationale. Dans la clinique de Médecins sans frontières à Gaza, ils sont plusieurs dizaines à se présenter pour recevoir des soins. En majorité, ce sont des blessés par balle. Ils ont eu des fractures ou bien des grands pansements à faire. Ces hommes ont tous été blessés par l'armée israélienne lors des manifestations qui chaque vendredi depuis un mois se tiennent le long de la barrière entre Gaza et Israël. L'État hébreu affirme que tous ceux qui ont été visés tentaient d'attaquer la frontière. La plupart des blessés que nous avons rencontrés affirment qu'ils manifestaient pacifiquement à bonne distance. 2 versions, mais une certitude pour les médecins. Les blessures constatées sont particulièrement graves. A-t-il des chances de remarcher normalement un jour? J'espère, mais je ne pense pas. Ces blessures sont beaucoup trop sérieuses. En un mois, plus de 3000 personnes ont été blessées, dont 1700 par balle. 2 fois sur 3, ce sont les jambes qui étaient visées. À l'hôpital principal de Gaza, le médecin en chef s'est fait une conviction. L'armée israélienne cible les genoux, dit-il, la partie du corps la plus difficile à réparer. Ils visent avec la volonté de faire des manifestants des handicapés à vie. L'armée pourrait-elle utiliser des moyens plus mesurés? Pour ce colonel de réserve, la situation exige l'utilisation de balles réelles. La réaction israélienne est une réaction obligatoire de dernier recours. Mais elle est obligatoire. Sinon, si ces milliers d'hommes rentrent en Israël, c'est un carnage. Ils tuent des Israéliens. Les autorités israéliennes accusent les islamistes du Hamas d'instrumentaliser cette contestation pour mener des attaques terroristes. Après une nouvelle journée meurtrière, les Nations Unies ont condamné ces tirs, considérés comme une réponse disproportionnée aux protestations le long de la frontière. Voilà, c'était l'essentiel du journal de notre rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent.